Au lycée franco-mexicain, juste vous dire que c'est pas une nouvelle parce que c'est pas la première fois, mais ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas des conférences organisées par le consulat. On est vraiment honorés de les avoir ici. Et c'est votre maison. Et la vôtre aussi, je vois qu'il y a beaucoup de parents du lycée qui sont ici. Donc, bon, bienvenue à vous tous. Le soir, vous n'avez pas l'habitude d'être ici le soir. Et donc, ça change un peu. Et on sera ici pour les questions après. Si jamais il y a des thèmes que vous avez traités ici, que vous voulez élargir avec l'école, on est ici, donc comptez sur nous aussi. Je vous présente le consul général. Voilà, j'ai mis en route le micro. Bonsoir à toutes, à tous. Je suis Vincent Perrin, consul général. Pour moi, c'est ma première conférence au lycée. Merci beaucoup d'avoir mis à disposition ce bel auditorium qui nous permet d'élargir un petit peu nos capacités d'accueil. Au consulat, on n'aurait pas pu tous vous accueillir et vous avez répondu nombreuses et nombreux, donc on est vraiment content de vous avoir. D'abord remercier ceux qui sont ici, nos intervenants que je vais présenter juste après, le lycée que je viens de remercier, peut-être aussi nos élus, conseillers des Français de l'étranger, Geneviève Béraud-sur-Berville et puis Benoît Laroukis, la présidente de l'association Racines Françaises aussi, qui compte dans la communauté franco-mexicaine. Et merci donc à toutes et à tous. Pour le consulat général, c'est très important d'organiser une fois par an une grande conférence thématique comme celle-ci. La communauté française grandit. Vous savez que les Français au Mexique, c'est 22 000 inscrits, mais sans doute 40 000 Français, la première communauté d'Amérique latine. Et donc les problématiques franco-mexicaines grandissent aussi. La raison d'être du consulat, c'est notre protection et la valorisation de la communauté franco-mexicaine dans tous ces aspects. Et la protection dans un état de droit comme le Mexique, c'est évidemment aussi beaucoup de questions juridiques. Et c'est très important pour nous, une fois par an, de prendre un peu de recul par rapport à tous les cas individuels qu'on peut croiser dans l'année et d'essayer de traiter un peu à fond avec des experts qui nous font l'honneur d'être ici, une question qui nous paraît particulièrement récurrente, particulièrement prenante, et comme cette question des enjeux juridiques relatifs à la notion de famille franco-mexicaine. C'est le titre de la conférence cette année. L'année dernière, certains étaient peut-être déjà à la conférence de Maître Varin, qui nous a parlé du droit international privé, du point de vue du Conseil supérieur du notariat. Et c'est pas notre intention, c'est vraiment de faire une conférence par an. Ceci dit, et notre but, c'est pas tellement que ce soit utile pour nous, c'est que ce soit utile pour vous. Vous aurez bien sûr la possibilité de vous poser toutes les questions que vous voudrez après les interventions de nos intervenants. Je serai le timekeeper, donc je précise tout de suite que je veillerai à ce que ce soit court et concis pour justement aménager ce temps pour les questions-réponses. Et puis, au-delà même de ce temps pour les questions-réponses, il y a un moment de convivialité, un d'honneur qui vous est proposé juste après, qui vous permettra aussi, pour ceux qui le souhaitent, d'évoquer des questions individuelles. Voilà. Un petit mot peut-être consulaire avant de présenter les intervenants, pour vous dire d'abord qu'au consulat, la protection diplomatique, c'est quelque chose qui est important, c'est le fondement de notre action, elle est définie par des conventions internationales, elle est parfois mal comprise. C'est quoi la protection consulaire ? La protection consulaire, c'est d'abord, pour nous, le droit vis-à-vis des autorités mexicaines, nous assurer que le citoyen français connaît ses droits, a accès à ses droits et dispose de toute l'information nécessaire pour faire valoir ses droits. Et donc ça passe évidemment par des contacts avec les autorités, la possibilité pour nous d'être informés par des comptes rendus des autorités mexicaines sur les enquêtes, d'être notifiés des audiences. Ah, vous n'entendez peut-être pas très bien, je vais parler plus près, ça va beaucoup mieux comme ça. Voilà. Évidemment, la protection consulaire, c'est aussi pour nous, et on a beaucoup cette année travaillé sur les listes de notoriété, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dispose, pour en particulier les professions juridiques, de listes complètes et géolocalisées, non seulement au Mexico, pour les Chilangos, mais aussi les autres, de contacts, souvent francophones, qui permettent de vous orienter sur vos droits et de prendre en charge vos questions spécifiques.
Ça nous permet aussi, mais seulement dans des questions extrêmement particulièrement spécifiques, si le juge local l'y autorise et après accord de nos autorités à Paris, ça permet à un agent du consulat d'assister en tant qu'observateur à des audiences judiciaires. C'est particulièrement vrai quand il s'agit de s'assurer des conditions de vie matérielle et morale d'un mineur. C'est des questions auxquelles on est particulièrement sensible. On est aussi, bien sûr, aussi sensible aux questions des féminicides ou des violences faites aux femmes. Il y a des questions particulièrement sensibles sur lesquelles nous sommes autorisés par notre ministère à suivre de plus près encore les audiences judiciaires quand cela est nécessaire. En revanche, ce que ne peut pas faire le consulat, et il est toujours bon de le répéter, c'est intervenir dans le cours des procès, des affaires, des procédures judiciaires mexicaines. Évidemment, notre devoir, c'est de respecter l'indépendance de la justice, et notamment dans un État étranger, souverain. On ne peut pas non plus nous substituer aux avocats, qui ont leur déontologie, leurs règles, leurs responsabilités, en proposant une stratégie juridique ou des conseils destinés à étayer la défense de l'une des parties, ce qui reviendrait aussi à intervenir dans la procédure judiciaire. Et on ne peut pas non plus directement faire respecter les décisions judiciaires françaises à l'étranger. Dans la majorité des cas, l'exéquature des décisions de justice, leur éventuelle exécution forcée, doivent être demandées localement par la partie concernée. Donc on reviendra peut-être sur ces questions-là, évidemment, c'est dans la vie d'un procès, dans la vie d'une procédure, c'est toujours important. On connaît nos limites, mais notre capacité d'action n'est pas neutre, notre présence aux côtés des citoyens français joue clairement un rôle, y compris compte tenu des obligations procédurales, et l'absence de respect des obligations procédurales par une autorité judiciaire peut amener la partie française à faire valoir ses droits et à remettre en cause certains aspects de la procédure. Notre dispositif au consulat, c'est non seulement la force de frappe des 15 collaborateurs du consulat, j'en profite pour les remercier parce que certains sont là, Pauline Boitard qui dirige le service social, Nicolas Payel, Cécile, j'en ai pas loin, pour l'état civil, Karine Lamy qui est ici, toutes les équipes pour la communication, Clémence Boissin est ici. Donc les équipes sont là aussi à vos dispositions pour interagir juste après la conférence. On a un réseau de consuls honoraires dans 17 États. Ces consuls honoraires sont là pour vous protéger aussi, y compris quand vous vous déplacez en dehors de Mexico. C'est important de connaître leur existence et d'utiliser leurs services. Ils sont bénévoles mais très dévoués. Notre service social, j'en ai parlé. Vous connaissez, puisque vous êtes tous inscrits au registre des Français de l'étranger, j'espère en tout cas, vous connaissez la newsletter Somos Francomex qu'on diffuse tous les mois, et qui est là pour refléter la vie de la communauté française, un site internet qui est plein d'informations et qui est la première référence pour toutes les questions que vous vous posez, et puis donc ces conférences annuelles. Mais on ne serait sans doute pas efficace, suffisamment efficace à notre service, si on ne s'appuyait pas sur tout un réseau de partenaires, sur lesquels je voudrais aussi insister. Les écoles françaises au Mexique, qui accompagnent les familles. Merci encore une fois, Michel, de nous accueillir, mais aussi pour tout le travail que vous faites en dialogue avec les familles, les enfants que vous scolarisez. Nous sommes en contact étroit. Les conseillers des Français de l'étranger que j'ai cités, les associations reconnues d'utilité publique, les Français du monde, l'Union des Français de l'étranger, la Fédération des accueils français, Mexico Accueil, peut-être sont-ils aussi représentés dans la salle, les avocats connus du consulat, et puis le service de la protection des mineurs et de la famille du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À Paris, on a aussi des gens qui sont à votre écoute et qui, pour les affaires franco-mexicaines, peuvent aussi être mobilisés depuis la France. J'en viens maintenant à présenter nos intervenants. On commence par, je vais faire dans l'ordre d'intervention rapidement, petite biographie, maître Manuel Antonio Castro, Miles, qui a fait des études en France. Vous avez étudié à l'université Paris 2, Paris 5. Vous avez commencé votre pratique en 1992 au sein du cabinet d'avocats de votre grand-père, José Castro Brito. Vous êtes actuellement associé fondateur du cabinet d'avocats corporativo Castro et Abogados et Estudio CCA SC.
avec plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Les cabinets d'avocats que vous dirigez disposent de bureaux non seulement à Mexico, mais aussi à Cuernavaca. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent de Cuernavaca, j'en ai rencontré quelques-uns qui voulaient venir, et Cancun. Et vous entretenez des alliances directes en France, c'est bien utile pour les affaires internationales, et dans le monde avec différents cabinets d'avocats externes. Vous êtes, et c'est pour ça qu'on a fait appel à vous, Maître Castro, ancien avocat conseil du poste, spécialisé en droit civil, familial et constitutionnel, représentant de l'Agence française de l'adoption au Mexique, membre de l'association Andrés Bello des juristes franco-latino-américains et membre du LEPCA, avocat en Europe, sur l'enlèvement parental d'enfants. Pour toutes ces raisons, je suis très heureux de vous accueillir et de vous passer la parole en premier. Viendront ensuite, et dans cet ordre, donc Florent Housset, que je remercie pour son soutien à l'organisation de cette conférence, soutien du Quance. Florent est diplômé de l'Institut supérieur de gestion de Paris, filière internationale, au Mexique depuis très longtemps. C'est un ancien consul honoraire à Cancun, spécialiste depuis très longtemps, expert en gestion du patrimoine. Donc vous prenez donc, la direction pour la zone Amérique du Nord en 1994. Vous créez en 2005 le groupe Equance. Vous dirigez la zone Amérique du Nord, puis devenez directeur du développement en 2005, consul honoraire pendant 10 ans, je crois, Florent, une dizaine d'années pour la région du Quintana Roo, 8 ans exactement. En 2008, président, membre des conseils du commerce extérieur et depuis président du groupe des conseils du commerce extérieur au Mexique, spécialisé sur les problématiques des accords fiscaux internationaux, d'où l'intérêt d'avoir Florent ici sur toutes les questions de gestion du patrimoine. Homme de réseau, doté d'une expérience internationale, vous possédez une compréhension avancée des besoins des non-résidents, et votre objectif principal, c'est comme ça que vous l'exprimez, c'est une réponse adaptée aux besoins et à la situation personnelle de vos clients, notamment des Français ici au Mexique, pour donc définir une architecture patrimoniale personnalisée. Vous expliquer un peu plus tard en quoi ça consiste exactement. Et puis, troisième intervenant, on n'a pas été très fort sur la parité, on essaie de faire des efforts, mais on essaie en expertise. Maître Henri Le Tulle. Henri Le Tulle est diplômé du magistère de juriste d'affaires, DJCE, DESS de droit des affaires et fiscalité de l'université Panthéon-Assas, diplômé supérieur du notariat de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'école de formation du barreau de Paris, bref, parfaitement qualifié. Avant de rejoindre l'étude Le Tulle notaire en 2006, vous avez exercé en qualité d'avocat à la Cour durant 3 années au sein du bureau de Gilles Loiret-Nouel à Pékin, puis durant 6 ans les fonctions de directeur délégué à la direction générale du groupe international Ipsos. Vous en avez été ensuite membre du conseil d'administration pendant 16 ans, si je ne me trompe pas, si les fiches ne m'abusent pas. Vous êtes spécialiste des transactions complexes pour les entreprises et des techniques de structuration patrimoniale et de transmission, et vous accompagnez une clientèle internationale, des expatriés, dans l'ensemble de leur projet, et j'espère que vous aurez là aussi réponse à toutes les questions que vous vous posez dans la salle sur les problématiques somos francomex, comme on dit ici au consulat général. Voilà, sans plus attendre, j'ai le plaisir de passer la parole à Maître Castro pour sa première intervention, une quinzaine de minutes. D'accord. Oui, bonjour. Et je ne vais pas parler des questions de mariage parce que la dernière conférence a été bien élargie sur la question. On va parler sur 3 sujets. Le premier, c'est le divorce. Le deuxième, c'est la question des pensions alimentaires. Et la troisième, c'est l'élèvement d'enfants auprès de la Convention de l'AE. D'accord. Donc, vraiment, sur la question des divorces, on a 3 divorces au Mexique. Et bon, cela dit, il faut savoir qu'au niveau de mariage, seulement pour revenir au mariage, un petit, on a 3 systèmes au Mexique. C'est le système de séparation des biens communs, et capitulation. C'est un peu comme un contrat, un pré-contrat du mariage. D'accord. Donc, on a 3 divorces, 3 types de divorces selon le Code civil. Il faut savoir que le Code civil mexicain, c'est une tradition française.
Donc on est un peu copie-collé du Code civil français, on a le même système à peu près, et on a les mêmes conventions d'après le Code napoléonien. D'accord? Donc la question du divorce et la question de mariage, ça colle vraiment, c'est presque copie-collé. Donc nous, on a 3 divorces. Le premier divorce, c'est une question administrative. Sur la dernière conférence, et des gens ont parlé sur des questions comme le divorce qui passe chez le notaire, que de toute façon, ce n'est pas au niveau judiciaire. Donc nous, au Mexique, on a un système qui s'appelle divorce administratif, un divorce administratif, qui passe auprès de registre civil. En France, c'est la mairie qui va s'en charger des mariages. Au Mexique, c'est le registre civil. Donc, il y a des conditions pour le divorce administratif. Le divorce administratif, il y a des conditions. Les conditions, c'est qu'il n'y a pas d'enfants, ou s'il y a des enfants, sont déjà meilleurs. S'il y a des biens, qu'il n'y a pas de biens, ou s'il y a des biens, les biens sont répartis entre les époux. Et puis, pas de grossesse, une année après, et on peut aller chez le registre civil, signer le registre civil qui a fait le mariage, toujours le même registre civil qui a fait le mariage au Mexique. Donc, on peut divorcer chez le registre civil, et c'est une convention à peu près qui va être enregistrée sur l'acte des mariages, et ça peut poser des problèmes à un moment donné ailleurs, parce que normalement c'est une question administrative et pas une question judiciaire. On a des cas qui sont sortis du Mexique avec un divorce administratif, qui doivent faire un divorce après un divorce judiciaire. Donc cela dit, le conseil c'est toujours, même si on est en possibilité de faire un divorce administratif, il veut mieux faire le divorce judiciaire, comme quoi on peut le faire traduire, apostiger, et comme quoi il va être valable partout. D'accord? Donc le deuxième système qu'on a, c'est le système judiciaire. Et dans le système judiciaire, on a 2 cas. Le cas unilatéral et le cas bilatéral. Avant, il fallait avoir des causes pour divorcer. Donc, et maintenant, si on peut dire un peu, le Code civil a législé le décemment, si on peut dire, parce que quand on arrive au registre civil pour se marier, personne ne va demander pourquoi on veut se marier. Mais pour divorcer, il fallait donner une raison pour divorcer. Plus maintenant. Maintenant, le juge n'est pas en condition de demander pourquoi vous voulez divorcer. C'est-à-dire qu'on va divorcer, soit unilatéralement, soit bilatéralement. Comment ça se passe? Bon, bilatéralement, c'est tout simple. Il faut avoir un accord à l'amiable. Dans tous les cas, je vais revenir sur le sujet, dans tous les cas, il va falloir ajouter un accord à l'amiable, soit bilatéral, soit unilatéral. Donc, le divorce, on ne le discute pas parce qu'on va divorcer. Deuxièmement, la garde des enfants, s'il y en a, droit de visite, si est-ce qu'il y a des enfants, pension alimentaire, qu'est-ce qui doit se passer avec le domicile conjugal, et puis la compensation. Donc, soit sur l'unilatéral ou bilatéral, d'accord? Donc, dans ces cas-là, si c'est bilatéral, ça passe auprès du juge oral, c'est très rapide, 2-3 mois, on fait la convention, on se met d'accord sur la pension, la garde des enfants partagée par l'autre, et puis voilà, il y a une sentence, cette sentence-là, ça va devenir valable partout, ok? Deuxièmement, pour le divorce unilatéral, il faut aller chez le juge, soit madame, soit monsieur, ajoutant tout le temps la convention, c'est une proposition de convention pour dire, moi je voudrais avoir la garde de mes enfants, moi je vais donner un droit de visite pour mes enfants, c'est le droit des enfants, déjà, un droit de visite chaque week-end pour le père, tous les mercredis, etc. La pension, X quantité de la pension, et puis qu'est-ce qu'on va faire avec les biens.
on va partager les biens, si on est sur communauté des biens ou pas. Mais ça, on va le mettre tout sur l'accord. Après, on va notifier monsieur ou madame, il va faire la réponse, faire une proposition, elle ou lui, d'un accord. Et si on n'arrive pas à faire un accord sur une audience, dans un mois et demi, le juge va se prononcer sur le divorce et va dire « Ok, vous allez divorcer et après, vous avez le droit de commencer un petit procès pour les biens, pour la garde, pour l'argent. » Mais le divorce va se prononcer tout de suite, mois et demi. D'accord? Cela dit, la juridiction du divorce, c'était abordé dans la dernière conférence. La juridiction, c'est toujours le dernier domicile conjugal, ça dépend, il y a des spécificités. Le dernier domicile conjugal et là où il habite les enfants. D'accord? Et sur la question, et ça va coller un petit peu sur la question de la pension, c'est-à-dire que la pension alimentaire, on a le droit de faire un accord à l'amiable sur la pension. On peut tout accorder sur un accord de divorce, sauf des questions qui sont contre la loi, c'est-à-dire, bon, madame et monsieur sont d'accord pour ne pas fixer un droit de visite pour les enfants. On ne peut pas parce que c'est le droit des enfants de partager sa vie avec son père et sa mère. Donc, ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas renoncer à la pension non plus, c'est-à-dire que ce sont des droits fondamentaux et irrénonciables. Donc, même si on est d'accord, madame et monsieur sont d'accord pour faire arriver à un accord ou pas fixer une pension alimentaire ou pas de droit de visite, le juge et le ministère public va dire non. Mais sinon, on peut tout mettre sur un accord. Donc, cela dit, la pension alimentaire a globalement une question pour la fixer. Et c'est très important pour les Français parce que normalement, on a des cas des gens qui disent bon, la pension alimentaire au Mexique, c'est plus cher que la pension alimentaire en France. Pourquoi si au niveau économique, on est mieux en France qu'au Mexique? Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'essais en France au niveau de l'école, aussi de la sécurité sociale, et au Mexique, pas. Donc, il y a un taux qu'au Mexique, il est plus élevé. Qu'est-ce qu'on va prendre en compte pour la pension? C'est le besoin des enfants, la possibilité de celui qui va donner l'argent et le style de vie qu'ils ont eu pendant 2 années. D'accord? Donc là encore, soit on le met sur un accord à l'amiable sur le divorce, sinon vous allez aller sur un procès indépendant collé au divorce. Et sur le troisième volet que je voulais aborder, c'est la Convention de l'AE sur l'élèvement d'enfants, c'est une convention, c'est la Convention des aspects civils sur des éléments internationaux d'enfants. Donc là, c'est une question qui avec la communauté franco-mexicaine est plus commun. Et le problème, c'est que ce n'est pas une question des nationalités, c'est une question de résidence. Et ça, c'est très important. Parce que même si les Français qui arrivent au Mexique ou les Mexicains qui vont en France, à un moment donné, prennent la décision de rentrer au Mexique ou rentrer en France, sans l'accord de l'autre conjoint pour changer la résidence. Et la résidence, selon le Code civil, c'est 6 mois. 6 mois d'habitation dans un pays. Donc, si jamais, c'est un grand classique au Mexique ou en France, et surtout en France, plutôt pour les Mexicains, qui ont le mal du pays, revient au Mexique et fait un kidnap, entre guillemets, mais la soustraction du mineur, et revient au Mexique pour dire je voudrais rentrer au Mexique avec mes enfants. S'il n'y a pas d'accord, c'est une soustraction internationale. Sur la question, ça je vais aborder la question seulement civile, mais c'est aussi une question criminelle, pénale. Au même que les gens qui ne payent pas la pension alimentaire au Mexique, c'est une question civile, familiale, droit de famille, mais aussi c'est une question qui peut devenir une question criminelle. D'accord? Donc on essaye toujours avec, c'est arriver à un accord, si on va changer d'adresse. Parce que les gens pensent, je suis mexicaine, je vais rentrer dans mon pays, j'ai le droit, mes enfants sont mexicaines aussi, on a le droit de rentrer, même pour la France.
les enfants sont français, on peut rentrer en France. Mais ce n'est pas le cas, la convention, ça se fixe toujours sur la résidence habituelle des enfants. Et le procès, ça passe à travers l'autorité centrale mexicaine et l'autorité centrale française. C'est le ministère des Affaires étrangères au Mexique et le ministère de la Justice en France. C'est une communication interministérielle qui devient sur un juge, soit français, soit mexicain, pour faire entrer les enfants. Et on a des spécificités en France et au Mexique. Normalement, la convention, c'est un peu long et on voudrait que ça se passe plus rapide, mais c'est une question vraiment administrative, que ça prend du temps. Mais le problème, ce n'est pas le temps, c'est le dégât qu'il fait sur les enfants. Donc, le conseil qu'on donne, nous, aux clients, c'est toujours de dire il faut vraiment arriver à un accord, parce que sinon, le problème, ça devient très, très compliqué. Comme en France, et comme la langue française, comme l'espagnol, il y a beaucoup de règles. Je ne peux pas faire un dessin, même si on fait un petit résumé sur les questions, on ne peut pas faire un dessin sur des sujets très larges, parce qu'il y a beaucoup de règles, mais il y a beaucoup aussi d'exceptions. Même qu'en France, il y a la jurisprudence, les critères de la jurisprudence changent tout le temps, et ça dépend de la mobilité sociale. Donc, voilà. Merci beaucoup. L'objectif, et on a un temps limité, on essaie d'être concis, c'est d'aborder les questions qui fâchent. Évidemment, au consulat général, on reçoit d'abord les questions problématiques. Merci d'avoir évoqué la question du divorce et la question aussi dont vous êtes particulièrement spécialiste de cette question ardue des enlèvements d'enfants, avec la dimension juridique et non juridique. Diana Morales, qui devait être ici ce soir, a eu un empêchement, elle ne pourra pas être là, mais cette dimension extra-juridique et de l'accompagnement des familles est aussi évidemment très importante. Avant de passer la parole à Florent Bousset, je voudrais juste vous signaler deux points que j'ai oublié de mentionner. D'abord, que cette conférence est enregistrée, ce qui nous permettra de la rediffuser sur notre site internet, comme on l'avait fait pour la première conférence, ou de la partager à ceux qui sont en dehors de Mexico, pour qu'ils en bénéficient aussi. Et puis deuxièmement, que des photos vont peut-être être prises dans la salle et peut-être diffusées sur les réseaux sociaux. Donc si vous avez une difficulté avec ça, n'hésitez pas à nous le signaler, on tiendra compte de votre droit à l'image. Voilà, et donc je passe tout de suite la parole à Florent Bousset. Ça ne vous dérange pas, je vais le faire de vous. Oui, donc ce sont des sujets ce soir très agréables. Hein. On va parler de divorce, on va parler de décès, on va parler de transmission, etc. Donc bravo de venir nous voir, à 18h en plein milieu des embouteillages. C'est des sujets qui intéressent. Moi, je vais parler un peu plus sur la protection du conjoint. C'est vrai qu'il y a tellement de sujets que Maître vient de parler, hein, au niveau des divorces et autres. Nous aurons ensuite Maître l'étude qui parlera d'autres sujets. Donc il faut faire des choix. Donc là, moi, c'était plus le choix sur la protection du conjoint. Donc là, il faut que j'appuie sur quel bouton? Je peux le faire. Non, je le ferai. Donc, rapidement, Equance, on est un cabinet français spécialisé auprès d'une clientèle expatriée ou non résidente. On est présent dans une cinquantaine de pays aujourd'hui. On est parti d'un constat assez simple finalement, que pour bien conseiller les Français, il faut vivre ce qu'ils vivent. Donc, toutes les personnes qui travaillent pour Equance vivent dans les différents pays où nous sommes présents. Donc, vos quotidiens, ils peuvent que le connaître puisqu'ils vivent la même chose. Donc de cette façon-là, on est parti de ce constat-là et notre ADN est là. Donc après, l'expatrié d'hier n'a plus rien à voir avec l'expatrié d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, les expatriés, on en a moins en moins. Ces personnes qui partent de France, ils peuvent créer leur société là en faisant des entreprises françaises de l'étranger, par exemple. Ils peuvent très bien aussi venir par un grand groupe
et rester ensuite dans le pays, on a quelques cas dans la salle, parce qu'ils choisissent simplement de vivre ici, et puis passer aussi de pays en pays. Donc ça c'est très très important, de se créer une architecture patrimoniale de protection aussi familiale et, protection du conjoint, de façon de prévoir entre guillemets l'imprévu. Donc quelquefois on ne se rend pas compte, parce que bon, on se marie, on est amoureux, etc., tout se passe bien, on est en France, et puis on s'en va. Et puis quelquefois, quelques années plus tard, on a des mauvaises surprises, mais c'est important de connaître les règles. Il faut savoir que ces messieurs, dames, à La Haye, ont une superbe idée. En 1992, tous les mariages qui étaient avant le 1er septembre 1992 jusqu'au 29 janvier 2019, tous les mariages avant le 1er septembre 1992, il y avait une fixité du régime matrimonial. C'est-à-dire que si jamais on vivait en France, par exemple, 2 ans, à ce moment-là, si on était marié sans contrat de mariage, donc le régime de la communauté des biens réduite aux acquets, à ce moment-là, on avait le régime matrimonial qui était fixé. On pouvait partir à l'étranger, ça ne changeait pas, on venait en France, ça ne changeait pas non plus. Voilà. Donc, le changement de domicile matrimonial n'avait pas d'incidence particulière avant le 1er septembre 1992. Alors ensuite, de 1er septembre 1992 au 29 janvier 2019, sans le savoir quelquefois, parce qu'on n'était pas toujours au courant, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui se sont mariées entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 ? Bon, j'espère que je vais pas avoir des mauvaises nouvelles pour vous. Alors, il y a à ce moment-là la mutabilité du régime matrimonial. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Alors, vous êtes en France, vous vous mariez, et vous restez moins de 2 ans. Vous partez, après je ferai un cas concret, vous partez dans un pays, quel qu'il soit, et vous vivez un peu plus de 2 ans dans ce pays. À ce moment-là, votre mariage, votre régime matrimonial va être fixé en fonction de la loi maritale du pays. Donc vous allez changer, si jamais par exemple on est sur un pays où, par exemple les anglo-saxons la plupart du temps, on va parler de New York par exemple, vous arrivez à New York pour rester un minimum de 2 ans, à ce moment-là, votre régime matrimonial va muter, sans que vous le sachiez, en régime de séparation de biens. Vous repartez quelque part vivre, par exemple au Mexique, vous restez 10 ans, votre régime matrimonial va encore changer. Vous revenez en France, bon là, vous revenez sur sur la communauté de biens. Depuis le 29 janvier 2019, on revient sur la fixité avec une loi unique, première résidence habituelle commune après la célébration du mariage, fixité du régime matrimonial et possibilité de désigner une loi applicable. Les différentes lois applicables que vous pouvez lire de ce côté-là, c'est la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, ou la loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. Voilà, donc ça c'est 3 différentes lois possibles lorsque vous voulez fixer votre régime matrimonial. On va voir après, il y a vraiment des conséquences qui peuvent être assez énormes. La détermination de la loi applicable aussi lors d'une succession. Il faut savoir qu'il y a une réglementation européenne qui s'appelle le règlement 650-212 du 4 juillet 2012 qui a pris effet à partir du 17 août 2015. Bon là c'est pas le cas, mais si jamais vous êtes en Europe, pour l'ensemble des biens en cas de décès, droit du dernier domicile du défunt. La plupart des pays européens l'ont signé, sauf 3. De mémoire, l'Angleterre, l'Irlande et le 3e, je ne sais pas. Donc possibilité de choisir sa loi nationale à appliquer au décès par profession juriste, testament, donc ça sera le plus le rôle de maître le tulle, dans le pays concerné. Donc plus de discrétion entre les biens, il n'y a plus de distinction entre les meubles et immeubles. Il n'y a qu'une seule loi à ce moment-là qui est prise en compte en cas de succession. Pour le Mexique, c'est principe d'unité. Loi de situation des biens pour les meubles et les immeubles. C'est-à-dire que vous avez, là on parle pas de règlements fiscaux, hein, on parle simplement de droit, voilà exactement, loi civile, droit civil. Donc la loi, elle est assez simple. Vous êtes au Mexique, malheureusement la personne décède, les biens qui sont au Mexique sont gérés en fonction de la loi mexicaine, et les biens qui sont en France sont gérés en fonction de la loi française.
Donc c'est un risque de morcellement de la succession. La plupart du temps, c'est quand on n'a rien fait. Et justement, le rôle de cette intervention, c'est de voir comment on peut s'y protéger. Je reviens sur le premier cas, pour faire un cas concret, cas pratique. Monsieur et Madame Carreau sont de nationalité française et se sont mariés en France sous contrat, sans contrat, le 15 juin 2000. Ils s'installent à New York. Le 15... non, juste après, ils s'installent à New York. Donc, première résidence habituelle, le 15 juin 2000, aux États-Unis. À ce moment-là, au bout de 2 ans, on n'est plus en régime de la communauté de biens, on est en régime de séparation de biens. Ensuite, ils partent au Mexique en février 2012, et après 10 ans, il y a une mutation automatique du régime matrimonial. Donc, la conséquence est, nous avons 3 régimes matrimoniaux liquidés en cas de divorce ou succession. Séparation de biens quand ils étaient aux États-Unis. Ensuite, société conjugale qui est assez similaire à la communauté de biens au Mexique. Et communauté légale en France, quand ils reviennent en France. J'ai un cas, parce que c'est vrai que c'est avec des cas particuliers qu'on peut regarder un petit peu les conséquences qu'on peut avoir les uns les autres. On est des clients que nous avions en France, qui se sont rencontrés comme en France, ils se sont mariés aux États-Unis. Ils se sont mariés en France, ils sont partis aux États-Unis, à New York. Monsieur était muté. Madame a arrêté son travail en France. Elle a suivi son mari. Vous savez, la difficulté quelquefois d'ouvrir des comptes bancaires, etc., pour les Français qui vivent aux États-Unis. Donc, de toute façon, dans le régime de communauté de biens, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va faire un crédit à mon nom, etc. De toute façon, ils sont en communauté de biens, il n'y a pas de problème. Tout se passe bien, la vie se passe parfaitement à New York, ils achètent un bien, ils font un prêt, ils achètent un bien, puis ils vivent leur vie heureuse à New York. C'est 8 ans après, malheureusement ça ne va plus aussi bien, ils divorcent. À ce moment-là, monsieur d'ailleurs pensait que c'était communauté de biens, pas du tout. Tout appartenait à monsieur. Donc voilà, ça ce sont des cas particuliers qui peuvent avoir leur incidence. Alors il y a des solutions. Donc comment optimiser la protection du conjoint? Déjà, il faut prévoir des libéralités, des donations, des transmissions. Des donations, parce qu'on va parler de vivant. Il faut préparer cela. Et évidemment, il faut avoir un truc pour le faire. Mais ensuite, adopter le régime matrimonial, faire une déclaration de l'heure applicable. Lorsqu'on parlait, par exemple, d'une personne qui s'est mariée en régime de communauté de biens en France, peut très bien aller chez son notaire et dire « je veux faire une déclaration de l'heure applicable et je veux fixer mon mariage ». Voilà. Et à ce moment-là, il n'y aura plus de mutabilité, même si jamais le mariage a eu lieu entre 1992 et 2019. Ensuite, évidemment, choisir des investissements qui puissent protéger les ayants droit. J'aime bien parler d'un cas parce que souvent, lorsqu'on est à l'étranger et qu'on veut acheter un bien immobilier en Europe, par exemple ou en France, je recommande de faire un crédit, parce qu'à ce moment-là, vous avez une assurance décès et invalidité obligatoire. En cas de décès de monsieur ou madame, à ce moment-là, il y a protection, le bien est payé, et ça fait vraiment de la protection du conjoint et des ayants droit survivants. Et évidemment, après, il y a plusieurs cas, il y a des sociétés civiles pour gérer la transmission du patrimoine, répartition adéquate du pouvoir, gestion optimale de démembrement. Donc c'est pour cette raison que, si jamais il y a un conseil à donner, c'est quand on part à l'étranger, en fonction des différents pays, et encore, je ne vous parle pas des personnes qui partent dans des pays comme à Dubaï, à Arabie Saoudite, etc., parce que les problèmes sont encore plus forts, beaucoup plus importants. Donc c'est pour cette raison que ça se prépare, il ne faut pas laisser faire, ça se prépare, allez voir vos avocats, allez voir vos notaires, et de toute façon c'est un travail global, on ne peut pas tout nous traiter tout seul, on traite tous ensemble, mais c'est vraiment, la pire des choses c'est de ne rien faire. Donc regardez votre situation personnelle, voyez dans quel cas vous êtes. Chaque cas est unique, et vraiment il faut faire du sur-mesure dans ce cadre. J'espère avoir tenu mon temps. Voilà, donc je vais laisser la parole à Maître Le Tulle. Moi j'avais été beaucoup plus long dans mes slides, on m'a prié de raccourcir, donc je vais passer la présentation, et je suis très honoré de parler devant vous. Sur le thème de la fin du couple, dans les éléments civils et fiscaux, on a beaucoup parlé en France du nouveau divorce par consentement mutuel sous sein privé,
Et effectivement, après ces 6 années de pratique, ça s'est complètement généralisé et on signe énormément de divorces sans recours au juge. Juste une convention signée par les 2 époux avec chacun un avocat et qui exprime à la fois leur accord pour divorcer et en règle toutes les conséquences, dont tous les détails dont vous avez pu parler. Et cette convention est ensuite déposée chez un notaire qui a un rôle essentiellement formel mais qui permet d'avoir un acte authentique. Pour autant, la vraie difficulté de ce divorce, c'est qu'il est très peu admis à l'international. Il y a eu un nouveau règlement communautaire pour faciliter la circulation en Europe, mais au Mexique, Maître Castro vient de confirmer que la reconnaissance elle n'est pas acquise automatiquement. Il faudra une homologation si vous utilisez ce divorce par consentement mutuel, sachant que dans la pratique, on le fait assez souvent avec des personnes qui ne sont pas résidentes françaises, puisqu'elles trouvent cela très pratique de le faire, mais il faut qu'ils s'assurent que dans leur pays d'origine ou de résidence, il y aura une reconnaissance de ça, et c'est parfois difficile. Les principaux risques qu'on a vus depuis, c'est des personnes qui n'arrivent pas à se remarier, des personnes qui n'arrivent pas à gérer leurs enfants mineurs, ou même qui n'arrivent pas à acheter ou vendre seuls des biens immobiliers ou des parts de société. Donc le divorce déjudiciarisé, ça marche très très bien pour les non-résidents. Encore faut-il que dans le pays où ils sont, ils vérifient que ce sera accepté. Et donc ça dépend effectivement de savoir s'il y a les enfants mineurs et du type de biens dont vous êtes propriétaire dans les autres pays, et effectivement aussi des nationalités respectives, pour être sûr de pouvoir acter sur vos registres d'actes de naissance que effectivement vous êtes divorcé et vous pourrez vous remarier. Le point très, très notarial diffère beaucoup des sujets contentieux dont parlait M. Castro, c'est que nous s'intéresse beaucoup au coût du divorce, puisque vous l'avez, j'espère pas déjà vécu, mais c'est très onéreux un partage après divorce, et ça coûtait 4% en France, c'est redescendu à 2,6%, et ça peut couvrir à la fois les biens qui sont en France et au Mexique, selon la façon dont c'est traité. Donc il faut que vous soyez prudent quand vous l'organisez et que vous l'anticipiez. Si vous divorcez en France avec effectivement un divorce qui soit judiciaire ou sous seing privé, vous aurez à payer vraisemblablement ces frais sur les biens qui sont au Mexique et à repayer probablement des frais aussi au Mexique. Donc, quand on sort d'une indivision dans un partage amiable, on arrive à traiter des partages pays par pays. Quand on est dans un divorce, il y a une vraie difficulté à optimiser le coût selon le pays où vous commencez votre procédure principale, et ensuite comment est-ce que vous exécutez ce divorce dans les autres pays où vous avez des actifs. En ce qui concerne les anticipations successorales, on vient d'avoir le cours par Florent, donc je vais être assez rapide. Je confirme l'essentiel de ce qu'il a dit, et surtout le point, c'est que la loi française reconnaît maintenant le choix de la possibilité de désigner sa loi nationale pour gouverner sa succession, et ça c'est une avancée très importante qui permet d'éviter la situation d'une loi qui gère selon tous les pays où vous avez des biens. Et le Mexique reconnaît cela puisqu'il reconnaît le choix anticipé, la loi applicable. Donc notre recommandation générale pour tous nos clients, mais encore plus pour nos clients qui sont à l'étranger, c'est évidemment de rédiger un testament et dans ce testament de désigner la loi applicable qui pourra gérer l'ensemble de vos actifs. Les formes de testament là-dessus sont très souples et la France reconnaît la plupart des formes de testament utilisées au Mexique et inversement. Il y a toujours un débat quand vous allez voir un notaire dans une situation internationale de savoir si vous faites un seul testament ou un par pays. On avance de plus en plus vers un par pays, vers un testament unique, mais
si vous avez des biens immobiliers et que votre situation successorale et testamentaire est relativement claire, on vous dit aussi qu'il peut être utile d'avoir un testament par pays, puisque ça ira toujours plus vite dans le règlement que de donner effet dans un autre pays à un testament principal. Vous avez certainement entendu parler de la réserve héréditaire en droit civil français, qui fait que quelqu'un ne peut pas priver ses enfants d'un minimum de son patrimoine. Et c'est quelque chose qui a beaucoup gêné les successions internationales pendant très longtemps. Et ça avait été de fait supprimé, et c'est revenu en 2021 avec un nouvel article 913 qui crée à nouveau un droit de prélèvement, c'est-à-dire que si vous avez des actifs en France et que vous privez par un testament au Mexique vos enfants de tous ces biens, eh bien il pourra demander une compensation sur les actifs en France indépendamment de ce qui est écrit dans le testament que vous avez laissé au Mexique. Pour éviter cela, soit il faut réussir à prévaloir que la loi successorale mexicaine a un mécanisme protecteur des enfants. Il est assez léger et en parlant juste avant avec Maître Castro n'est pas convaincu que ça suffise pour convaincre les juridictions françaises qu'effectivement ce droit de prélèvement ne s'appliquerait pas. Et donc, si vous voulez vraiment ne rien laisser à vos enfants, la conclusion serait soit de jouer sur le régime matrimonial, soit de n'avoir aucun actif en France. Un petit peu de fiscalité, puisque les notaires font autant de droit civil que de fiscalité. Il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le Mexique en matière successorale, ce qui pourrait entraîner des doubles impositions. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'impôt sur les donations et les successions au Mexique, mais du coup, vous serez susceptible de payer en France sur les donations et sur les successions. Si vous êtes dans une famille complètement non résidente, vous ne paierez que sur les actifs en France. Mais si vous êtes rentré du Mexique en France, et ben dans ce cas-là, la succession sera intégralement taxée en France, y compris donc des actifs que vous avez laissés au Mexique. Et si vos enfants sont rentrés en France et que vous êtes vous-même resté au Mexique, vos enfants pourraient être amenés à payer des droits de succession sur ce qu'ils recevraient, même si c'est au Mexique. Voilà. On a 3 anticipations traditionnelles pour conseiller les Français de l'étranger. La structuration des acquisitions immobilières en France, l'idée c'est de, autant que possible, la mettre au nom de la génération suivante. Alors donc la difficulté rejoint le fait que c'est difficile de souscrire un prêt au nom de vos enfants. Mais dans ce cas-là, la SCI qui vient souscrire le prêt et que vous transmettez assez rapidement après à vos enfants vous permet de gérer assez bien cette situation. Et l'autre point important de la SCI dans le schéma dont parlait Florence, c'est que l'assurance décès invalidité est taxée en France, alors que si c'est une SCI dont les enfants sont déjà bénéficiaires qui le reçoit, ça n'est pas taxé. Mais effectivement, quand le bien est détenu directement, l'assurance décès vient effacer la dette, donc vos enfants n'auraient pas, dans cette hypothèse triste, à rembourser la dette, mais ils paieraient quand même des droits de succession à hauteur de la dette qui a été prise en charge par l'assurance. Si vous le montez dans une SCI, vous pouvez éviter ce mauvais coût fiscal. Un point très important à garder en tête si vous souhaitez rentrer en France
c'est de transmettre avant de rentrer tout ce que vous pouvez et tout ce qui est hors de France. Vous avez pareil des schémas qui vous permettent de transmettre tout en conservant le contrôle, mais vous en voudrez de ne pas l'avoir fait quand vous irez voir un notaire et qui vous dira que si vous aviez transmis 6 mois avant, vous n'auriez rien payé. Et vous avez aussi à vous poser cette même question si vos enfants commencent leur vie professionnelle en France, puisque une fois qu'ils seront résidents français depuis 6 ans, tout ce que vous leur transmettrez sera taxé. Donc posez-vous aussi la question, s'ils restent après leurs études en France, c'est important d'aller voir un professionnel pour envisager une transmission anticipée d'actifs hors de France pour nous, pas qu'ils aient à payer ensuite dessus. Et un thème plus récent, mais qui est assez présent dans les transmissions en France depuis une dizaine d'années, c'est que de plus en plus, en fait, comme les personnes héritent tard, puisque leurs parents vivent âgés, en fait, on saute une génération dans la transmission, et souvent, en fait, on renonce à une succession au profit de ses propres enfants, ce qui fait que le coût fiscal n'est payé qu'une fois. Surtout par exemple, des maisons de famille en France qui ont vocation à être conservées. Vous avez vraiment intérêt à vous poser cette question-là, parce que ça change complètement le coût fiscal sur plusieurs générations. Enfin, le troisième thème du jour, qui est assez novateur globalement pour la société française, c'est de devoir gérer depuis l'étranger les ascendants restés en France, sachant qu'avec l'âge, il est souvent nécessaire d'organiser un schéma juridique pour les prendre en charge. La France, là-dessus, avait 3 mesures classiques, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, qui sont complètement judiciaires. Et 2 nouvelles ont été mises en place. L'habilitation familiale, qui est beaucoup plus simple qu'une tutelle ou une curatelle. Donc la famille va désigner une personne habilitée parmi une liste limitée de parents, et le juge généralement valide sa désignation et la durée, et il précise les pouvoirs de la personne désignée. Et l'autre outil novateur, c'est le mandat de protection future, qui est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'intervention du juge, et que c'est le mandant lui-même qui désigne à l'avance qui prendra en charge la gestion de sa représentation le jour où il ne disposera plus de toutes ses facultés. Cette personne peut être un tiers complet, et il n'y a pas de vraies contraintes, sauf la mise en place par un certificat médical et le fait que le mandataire devra rendre compte annuellement de sa gestion. C'est de plus en plus mis en place en France, et le point important, c'est de nommer des mandataires subsidiaires qui pourront gérer ensemble, sachant que vous pouvez les distinguer entre le patrimoine et les questions de santé. La question ensuite, c'est comment est-ce qu'on met ça en place hors de France. Alors, mettre ça en place pour un Français résident au Mexique, on ne voit pas comment on y arriverait. Sur une mesure classique judiciaire, le tribunal français hésitera à se reconnaître compétent, et l'intervention de médecin agréé est très difficile. Et par ailleurs, Maître Castrum l'a confirmé, le droit mexicain voudrait probablement pas reconnaître une telle méthode de contrôle mise en place par un tribunal français pour quelqu'un qui réside au Mexique. En revanche, l'inverse, c'est-à-dire qu'une personne au Mexique soit impliquée dans une mesure de protection pour un Français qui réside en France, on pense que le tribunal français le refuserait, mais le mandat de protection future serait parfaitement efficace. Et la difficulté que vous auriez juste dans cette hypothèse, c'est si vous étiez seul mandataire pour gérer ça au quotidien. Mais un mandat de protection future où un des mandataires est en France et un des mandataires est à l'étranger est quelque chose que nous recommandons pour effectivement organiser le schéma juridique de vieillesse de parents restés en France.
J'ai même appris ce matin que le premier code civil de Oaxaca, au XIXe siècle, était une traduction immédiate du code civil français, napoléonien. En République dominicaine aussi, mais en République dominicaine, ils ont appliqué le code civil en français. À Oaxaca, ils l'ont traduit en espagnol avec plein de faux sens. Et on a tout de suite commencé, dès le début de l'histoire, avec une extrême familiarité de nos droits et en même temps des petites différences qui peuvent poser de gros problèmes au quotidien dans les situations franco-mexicaines, les situations de mobilité internationale dont on a parlé. Donc proximité piégeuse. Ensuite, deuxièmement, faites du droit. Il vaut mieux le faire à froid, en anticipant. Il vaut mieux le faire en s'appuyant sur des professionnels, avocats, notaires, gestionnaires de patrimoine. Il vaut mieux le faire à froid plutôt que de tomber dans des problèmes plus inextricables. Et donc, c'était un peu l'objet de ces échantillons d'analyse juridique que vous avez bien voulu partager. C'est tout de suite un peu pointu, un peu spécifique, et puis on ne se sent pas tous directement concernés, mais c'est important d'anticiper. Et c'était aussi la raison pour laquelle on vous proposait cette conférence. Mais le plus important, c'est de répondre à vos questions. Je ne sais pas si vous en avez. Sinon, moi, j'ai une première question pour vous tous. Question un peu de prospective, et puis qui s'adresse aussi peut-être aussi à nos élus en réflexion pour la suite, partage avec nos élus. Quel type de convention internationale bilatérale, fiscale ou sécurité sociale, pourrait nous permettre de faire des progrès dans la protection de nos Français qui sont présents au Mexique et pour traiter ces complexités franco-mexicaines? Est-ce que la convention bilatérale qui existe en matière fiscale est suffisante? Est-ce que les conventions de sécurité sociale pourraient apporter un progrès? Peut-être dans un premier lieu, quand on voit aux États-Unis par exemple, il y a une convention de la sécurité sociale alors qu'il n'y en a pas ici avec le Mexique. Donc ça, c'est quelque chose qui serait quand même très intéressant, notamment au terme des retraites. J'en parle avec nos élus. Maintenant, il y a une convention fiscale bilatérale entre le Mexique et la France, mais il n'y en a pas au niveau successoral et il n'y en a pas au niveau de sécurité sociale. Donc si jamais on doit se battre, entre guillemets, ça serait bien d'essayer de travailler sur ces points-là, parce que par exemple, les trimestres travaillés, concrètement, les trimestres travaillés quand on est aux États-Unis comptent en France. Les trimestres travaillés au Mexique ne comptent pas. Donc ce sont des points d'une importance capitale, et c'est vrai que si jamais on pouvait travailler dans ce sens-là, je sais que vous le faites, mais il faudrait qu'ils nous écoutent un petit peu plus, c'est ce point-là. La partie mexicaine mérite d'être un peu plus travaillée. Jusqu'à présent, on n'a pas eu beaucoup d'écoute. Oui, et en matière de fiscalité successorale, autant tout le monde s'attend à payer de l'impôt sur des biens immobiliers situés en France. En revanche, sur des comptes bancaires ou des placements financiers situés en France, c'est vraiment une très désagréable surprise. Et ça, c'est quelque chose qui se traite facilement par les comptes sociales. Merci beaucoup. Ça vous a laissé le temps de méditer sur les questions que vous alliez poser. Il y a un micro-baladeur dans la salle. Nicolas, première question de moi, Laroukis, et puis ensuite monsieur qui a... Oui, bonsoir. Tout d'abord, féliciter le consulat général pour organiser cette de conférence qui nous est bien utile et la qualité des intervenants. Merci en tout cas. Une question, si j'ai bien compris, s'agissant d'un testament au Mexique, incluant des biens en France, je pense à des actions de société ou du cash sur des comptes, il vaut mieux doubler ce testament avec un testament français pour que la résolution soit plus rapide. Première question. Et deuxième question, les biens en France lors du décès seront imposés selon la fiscalité française, quel que soit le pays de résidence des bénéficiaires? Alors, doubler le testament, c'est dans l'hypothèse dont on parle, c'est uniquement pour être plus rapide, effectivement. Sur le bien immobilier, ça ne sera pas tellement plus rapide, mais puisqu'on voudrait des confirmations par des juristes mexicains, et donc ce serait aussi long s'il n'y avait qu'un testament. En revanche, au niveau bancaire, oui, avec un testament que vous laissez en France, ça peut aller plus vite. Et fiscalement, vous avez raison, en l'absence de convention, les actifs qui sont situés en France seront taxés, quel que soit le lieu de situation du bénéficiaire, et donc y compris sur des comptes en banque. Ça ne s'applique pas que aux actifs immobiliers.
je vous dis une chose. La seule question, c'est que la juridiction, au niveau, si vous faites un testament en France ou au Mexique, ça dépend du lieu de la juridiction pour le testament, pour la succession. C'est le lieu de décès et la résidence habituelle. Donc même si vous avez un testament en France, et si monsieur il habite au Mexique et lui il décède ici au Mexique, la juridiction pour le testament ça va être au Mexique. Et donc il y a, comme mon cher confrère disait, le problème ça se pose au niveau de la fiscalité, parce que au niveau de la fiscalité, elle n'est pas homologuée. C'est-à-dire que pour la succession et pour on a zéro des impôts au Mexique, mais ça dépend de ce que vous avez dit au niveau de mariage, etc. Donc c'est une question très compliquée pour savoir effectivement, ça dépend du lieu du décès. D'accord? Monsieur en rouge, je vais la réponse. Merci. Dans les exemples que vous nous avez présentés ce soir, on parle d'une seule nationalité, soit français au Mexique, français en France. Mais dans le cas de nos enfants, par exemple, souvent, ils ont une double nationalité. Donc ça rajoute une couche de complexité additionnelle, parce que si nos enfants, même si, par exemple, nous avons une fille qui est maintenant majeure, qui fait des études en France, mais nous faisons un testament au Mexique et que ça vient s'exécuter ici, elle se présente en tant que mexicaine, quand elle est ici, ou en tant que française, alors quelle loi va appliquer en fonction de nationalité aussi? La loi qui régit la succession, la loi civile qui régit la succession ne tient pas compte de la nationalité des héritiers. C'est vraiment lié effectivement au domicile du défunt ou le choix de loi qu'aura fait le défunt dans un testament, et à défaut, et peut-être la loi de situation des biens immobiliers. En matière fiscale, la fiscalité française ne tient pas compte de la nationalité. Donc là-dessus, ce qui sera important sur un point fiscal, c'est la résidence des personnes, donc soit du défunt, des enfants, et le lieu de situation des biens. D'accord, merci beaucoup. Mais justement, je rebondis dessus. Par exemple, j'ai vu que une personne au Mexique avait acheté des très très belles maisons en France, qui n'étaient pas du tout français, mais ils étaient tombés amoureux de notre pays. Ils avaient acheté des biens qui valaient plus d'1,3 million. Et l'année suivante, à ce moment-là, j'étais consul honoraire, et bien voilà, je pense qu'il y a eu une erreur, on m'a envoyé un document pour que je paye de l'impôt sur la fortune. Donc là, ça n'a strictement rien à voir avec la nationalité, c'est le bien valait plus d'1,3 million. À ce moment-là, il devait payer l'impôt sur la fortune en France. Monsieur, vous avez le micro. Oui, moi aussi. Juste pour avoir quelque chose de plus clair, dans le cas où on est marié en France avec un contrat de mariage, et du coup on commence à avoir une vie conjugale ici, où le domicile conjugal est au Mexique, le divorce se fait dans le pays de la dernière domiciliation conjugale, c'est ça en fait? Ou est-ce qu'il faut faire aussi un divorce en France? Non, c'est le dernier domicile conjugal. Après, il va falloir, si vous avez un livret de famille, il faut le faire traduire, apostiller, envoyer auprès du parquet de Nantes pour l'inscrire et l'homologuer en France, si vous avez des conventions. D'accord. Mais le divorce, ça va être au Mexique. Oui. Au niveau, c'est la même chose, c'est au niveau de la résidence, dernière domicile conjugal. Et le contrat, il vaut mieux du coup le contrat est français, il vaut mieux le faire traduire en cas de divorce ou ce genre de choses? Oui. Très bien. Madame. Oui, merci. Si on a un testament au Mexique qui gère tous nos biens, les Mexicains et les Français, et le décès au Mexique, il faut passer par un notaire français pour exécuter la succession en France ou pas? Comment on fait? Alors, si un bien immobilier, c'est obligatoire. S'il y a juste des comptes en banque,
c'est pas obligatoire en droit, mais le plus souvent, la banque demandera à ce que ça passe par un notaire français. Mais là, c'est vraiment une pratique bancaire plus qu'une nécessité juridique. En revanche, comme vous avez un sujet de paiement d'impôts qui sont de droits de succession, ça, c'est pas nécessairement un notaire qui le fait, mais le plus souvent, c'est un notaire qui s'en occupe. Et les testaments, il faut être traduit et apostillé. Karine. Juste pour continuer un peu sur la réflexion sur les droits de succession, est-ce que les droits de succession français sont établis, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un pourcentage en fonction du montant de la succession laissée pour les ascendants? Et la deuxième question qui va suivre derrière, c'est dans le cas d'une succession entre la France et le Mexique, est-ce qu'il y a moyen pour un Français résident au Mexique de faire baisser les droits de succession s'il est résident au Mexique et si c'est bien son en France? Je ne sais pas si on a le droit de réponse à cette question. On a quand même le monsieur le consul ici. Je suis son assistante. Bon, alors, entre nous, là, oui, il y a des solutions. Voilà. Est-ce qu'on a une moyenne quand même? Je vous pose la question parce que j'ai eu le cas de figure il n'y a pas très longtemps sur quelqu'un qui m'a posé la question. Justement, une famille de Français franco-mexicains, donc les descendants étaient franco-mexicains, avec des biens en France, donc un bien immobilier et des comptes en banque. Et je crois que la somme annoncée par le notaire concernant la succession donc pour les enfants était de l'ordre de 46% sur les biens immobiliers, ce qui est quand même assez considérable. La question c'était, est-ce que ces 46% vous paraissent raisonnables sur une maison de famille qui a été léguée sur 3 ou 4 générations à cette famille et à ses descendants, ou est-ce que les frais de succession étaient augmentés parce que la résidence de toute la famille était au Mexique, et quels sont les moyens de faire baisser ces 46%, parce que là, en l'occurrence, les descendants me disaient qu'ils allaient être obligés de vendre cette maison qu'ils avaient depuis plus de 100 ans dans la famille. Je ne sais pas si c'est un peu plus précis. Oui, absolument. Donc, les droits de succession en France sont effectivement progressifs. Dans le schéma le plus classique, donc ce sont des enfants qui héritent, il y a un abattement de 100 000 €, puis des tranches qui sont, on va dire, à 20% à hauteur de 500 000 €, et après ça monte, et effectivement ça monte assez vite, jusqu'à 45%. Mais là on parle par enfant, par parent. Donc selon le montant du patrimoine, si le taux, vous avez un taux effectif de 45%, c'est que la maison est très belle, très bien placée. Non mais enfin, voilà. Pas du tout envie de la vendre. Non mais c'est surprenant qu'ils n'aient pas été conseillés avant, puisque la solution c'est d'anticiper. En fait, donc ça aurait été une donation. Voilà, vous avez des donations avec des réserves d'usufruit qui fait qu'à hauteur de l'usufruit réservé, vous n'avez pas de droit. Des donations qui, en ce moment, tous les 15 ans, font redescendre les compteurs à zéro. À l'époque, une époque c'était 10 ans, une époque c'était 6 ans, enfin, mais bon, ce sont des schémas qui permettent effectivement de réduire beaucoup le montant des droits. Et c'est plus difficile pour les maisons de famille, mais le meilleur moyen de réduire les droits, c'est d'impliquer le conjoint survivant, et notamment en pleine propriété. Dans ce cas-là, il n'y a aucun droit de succession, puisque le conjoint survivant en France ne paye plus de droit de succession, seulement les enfants. Donc pour la situation la plus classique pour les comptes en banque, s'il y a le conjoint survivant, mais c'est effectivement déjà de prévoir des testaments croisés sur les sommes laissées en France, ça évite déjà de se dire tout de suite qu'il faut les rapatrier hors de France. Ça retarde le sujet, mais au moins on n'a pas à enlever ces actifs de France tout de suite. Et pour une maison de famille, vous pouvez aussi réduire la note avec un usufruit pour le conjoint survivant qui est à l'auteur de cet usufruit, il y aura moins de droits de succession. Mais le bien immobilier en France, c'est
par définition fiscalisé. Hein. Vous n'avez aucun moyen magnifique de l'éviter. À savoir, parce que quand on achète un bien immobilier, on a souvent envie de le transmettre à ses enfants. Donc si effectivement on est taxé derrière à presque 50%, l'enfant va être obligé de vendre la maison. Donc c'est intéressant de savoir que tous les 15 ans, on peut donner une tranche jusqu'à 100 000 euros, au moins pour un enfant, si on en a un, ou 200 000 si on en a deux, et d'essayer de préserver le plus possible le patrimoine immobilier de nos enfants finalement. Tout à fait, mais alors si vous l'achetez maintenant et que vous pouvez pas de crédit, le meilleur schéma est de le mettre directement au nom de vos enfants. Au nom de l'enfant, c'est ça. Parce que si vous donnez à vos enfants de l'argent qui est hors de France, en étant tous non résidents, il n'y a pas du tout d'impôt de succession français là-dessus. Donc c'est pour ça que le plus important, c'est de structurer l'acquisition si vous pouvez le faire. S'il y a un crédit, vous n'y arriverez pas, mais vous pouvez le mettre dans une SCI et assez vite transmettre la SCI à vos enfants. Et la SCI, peu de temps après l'acquisition, elle ne vaut pas beaucoup, puisque vous avez une dette. S'ils sont mineurs. Oui, je vais poser la question. Oui, mais justement, si vos enfants sont mineurs, vous n'arriverez pas à mettre en place le crédit dans la SCI. En revanche, vous pouvez assez facilement convaincre la banque, une fois que vous avez monté votre prêt et que vous avez un ou 2 ans de fonctionnement et que tout se passe bien, de donner la nue propriété de part de SCI à des enfants mineurs, sans que ça passe par un juge des tutelles pour valider un emprunt par un enfant mineur. Est-ce que d'autres questions se posent? Quelles sont les démarches et les coûts de la SCI justement? Comment ça marche pour nous, Français ici, pour créer cette société et éviter donc tous ces problèmes de droit? La création d'une SCI en France, c'est assez léger et vous n'avez pas d'obligation, contrairement à d'autres pays, d'avoir un gérant qui soit résident français, par exemple. Donc vous pouvez avoir une SCI en France en étant complètement non résident. On va dire que la création d'une SCI, ça va vous coûter entre 3 et 5 000 euros selon le niveau de complexité que vous y mettez. Et le fonctionnement annuel d'une SCI, vous n'avez pas d'obligation de dépôt de compte. On vous recommande quand même d'en tenir, mais soit vous êtes bon avec Excel et vous les tenez vous-même, soit vous utilisez un comptable, mais vous avez peut-être entre 600 et 1500 euros selon la localisation géographique du comptable. Madame Envers, vous avez une question? Merci. Oui, une question pour Maître Castalou. Par rapport à la pension alimentaire, vous avez mentionné à un moment donné qu'elle peut s'aborder par la voie civile ou le pénal. À quel moment est-ce que ça bascule vers le pénal? Est-ce qu'il faut épuiser les recours au niveau civil pour pouvoir passer au pénal, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Ce sont deux procédures complètement indépendantes et il n'y a pas besoin de passer par la première étape, etc. Merci. Oui, il faut avoir... Il y a 2 types de pensions, la provisoire pendant le procès. Donc, il va falloir avoir une sentence pour la pension définitive. Donc, au niveau pénal, si on a 3 mois qui monsieur ne paye pas la pension, ça peut donner l'opportunité de porter plainte pénale. Mais avec la pension définitive. D'accord? Et parce que la pension provisoire peut changer. Mais si on a 3 mois qui ne se paye pas, on peut le faire. Et aussi, au niveau civil, on peut faire enregistrer sur le tête des pensionnaires, et comme quoi on peut, monsieur il va pas, il ne peut pas se marier, encore une fois, et deuxièmement, il ne peut pas sortir du territoire. Donc c'est une alerte migratoire. Et ça devient un peu monter la pression pour avoir l'argent de pension. Une deuxième question très très rapide, puisque vous mentionnez le thème de migratoire. Sous quelles circonstances un des deux conjoints, lors d'une procédure de divorce qui n'a pas encore abouti à sa fin, peut empêcher les mineurs de sortir du territoire pour des raisons à court terme, c'est-à-dire des vacances, un événement sportif, etc. Pas évidemment pour un déménagement, ça, on comprend que ça serait plutôt dans du domaine de la convention de la mais plutôt pour des vacances, enfin des trucs à court terme. Ça dépend des circonstances, mais si un procès, monsieur ou madame peut demander une alerte migratoire,
n'importe quelle raison, le juge va demander une alerte migratoire pour empêcher de faire sortir les enfants. Et aussi, il y a le problème des passeports, il y a le problème des documents. Parce que si vous n'avez pas des documents pour sortir les vacances, voilà, vous êtes coincé au Mexique. Madame Agouté. J'ai, sur le même sujet, juste pour confirmer ce qu'on avait fait par les histoires de kidnapping, on est d'accord que pour sortir du pays, il faut l'autorisation des 2 parents. Oui, pour changer de résidence. Je veux dire, si j'ai à l'aéroport toute seule avec mon enfant, je ne peux pas l'emmener, il faut qu'il y ait l'autorisation du père pour qu'il sorte. Ça dépend du pays. Il y a des pays qui demandent une lettre chez le notaire pour avoir le droit de sortir. Mais du coup, le problème, c'est que les gens qui vont vérifier les documents, ce sont les lignes aériennes. Donc, du coup, vous savez, un monsieur qui dit voilà, vous partez avec les enfants sans la permission du père. C'est pas l'Institut d'immigration qui va vérifier ça. C'est ça le problème. C'est une question pratique. Oui. Du coup, il y a, si le passeport va passer pour l'écran et il y a une restriction, même les gens du comptoir vont dire écoutez, vous restez. D'accord? Oui. Et j'avais une autre question aussi. Par rapport à la. Enfin, si j'ai bien compris, supposons que j'ai des biens en France, mon enfant réside au Mexique, si. Le mieux pour qu'il ne paye pas de droit de succession, ce serait que je meure au Mexique. On peut travailler sur plein de plans, mais ça, on ne travaille pas encore sur ce point-là. Mais la chose importante surtout, c'est que si le bien est en France, de toute manière, il y aura des droits de succession, il y aura des frais. Maintenant, c'est vrai que quelquefois, quand on achète un bien, souvent on le fait 25, 30 ans, 35 ans, on ne pense pas à penser à la transmission, à faire des donations, etc. Alors que quand on voit qu'on peut donner 100 000 euros par enfant et par parent tous les 15 ans, plus on le fait tôt, mieux c'est. Donc ça, c'est des choses simplement, il faut se préparer, parce que bon, c'est vrai que les taux, pour une superbe maison, un peu moins, mais c'est des choses qu'on peut vraiment pas complètement enlever les droits, mais en tout cas les réduire. Là, on parle, c'est vrai qu'en bien immobilier, il est difficile de le déplacer, mais on a beaucoup de compagnies, je ne vais pas les citer, au Luxembourg par exemple, qui font des conférences comme on le fait. C'est vrai que si jamais les fonds qui sont monétaires partent de la France vers le Luxembourg, à ce moment-là, le problème de succession ne compte plus si jamais les parents sont résidents au Mexique et les enfants aussi. Alors, ce n'est pas des choses qu'on peut promouvoir, parce que c'est vraiment pas notre position, mais par contre, il y a des choses qui peuvent se préparer avec les assurances vie, après, il y a plein de solutions, que l'on peut mettre en place pour les Français qui ont décidé de ne pas quitter le Mexique, mais qui veulent continuer à investir en Europe. Mais là, regardez, et quand on parle d'organisation et de prendre les bonnes décisions assez rapidement, on parle simplement France-Mexique. Mais prenez le cas, la plupart de nos enfants, on leur a donné le virus quelquefois de voyager, ils peuvent se retrouver demain aux États-Unis, au Canada, en Asie, et là, ça se complexifie encore plus. Donc tout ça, ça se prépare, parce que ça va devenir de plus en plus complexe. Donc c'est vrai que plus tôt on se prend à organiser ces donations, son organisation patrimoniale, mieux c'est. Merci. On a une dernière question, et puis ensuite on poursuivra la dame qui a levé le doigt, puis on poursuivra la conversation autour de... Merci. Et, je voudrais savoir si on a fait une donation entre cours en France, est-ce qu'elle est valide en France et au Mexique? Donation dernier vivant? Oui. En France, oui, mais effectivement, si vous décédez au Mexique, on aura vraisemblablement une application de la loi mexicaine à votre succession. Donc c'est savoir si la loi mexicaine admet la donation au dernier vivant.
Oui, c'est-à-dire que si vous... Bon, déjà, si la donation, ça fait sur le testament, de toute façon, il va falloir avoir le testament traduit, apostillé et à un moment donné, montrer au médecin qu'on va faire la donation. C'est pas... Je crois qu'il y a un débat d'experts. Je propose que le temps de laisser réfléchir. Les remercier vraiment chaleureusement. Je vous demande de les applaudir. C'est la violence intrafamiliale. C'est juste, je viens de réunion. Je viens de réunion à Paris, on a traité. Donc je voulais juste, quand il y a des violences domestiques ou intrafamiliales, le rôle du consulat. Et je crois que c'est important parce qu'on en a de plus en plus. Donc ce qu'on nous a dit, et je veux juste le vérifier avec vous, un agent peut et doit transmettre et informer le procureur. C'est ce qu'on nous dit. Donc s'il arrive quelque chose, s'il y a une violence, on peut appeler le consulat et donc il prend note et il faut, je crois, conseiller la personne de levanter un acte. Donc c'est tout ce que je voulais, parce que vous allez parler des violences et on n'en a pas parlé. Au-delà des instructions, je vais passer la parole à Pauline Boitard parce que c'est des cas que malheureusement on peut rencontrer et qui nous invitent à l'action. C'est même un élément prioritaire d'attention pour nous. Oui, effectivement, ce sont vraiment des sujets sur lesquels on intervient malheureusement assez régulièrement. L'action du consulat, elle est d'une part, comme le disait M. le Consul Général en préambule de cette conférence, de premier temps un rôle d'écoute, second temps un rôle d'information, c'est-à-dire vraiment dénoncer ces violences auprès des autorités locales. Encore une fois, nous, notre action s'intègre toujours dans le respect de la souveraineté du pays et donc toujours dans les dispositifs existants. Donc la première étape est avant tout d'aller porter plainte et sur la base de cette plainte-là, le consulat peut également conseiller la victime de se tourner vers les services d'un avocat. On a effectivement des listes de notoriété, de professionnels. Par exemple, Maître Castro est un avocat qui figure sur ces listes de notoriété. Qu'évidemment, après le recours à un avocat, c'est le choix libre de la personne. Donc c'est certainement pas le consulat qui va aiguiller vers telle ou telle personne, mais au moins orienter et donner l'accès à cette information-là. Une fois, s'il y a un procès, si les autorités locales sont saisies et qu'un procès est amorcé, le consulat peut tout à fait demander, si la victime en est d'accord, à être tenu informé du déroulement du procès, être tenu informé de l'ensemble des correspondances qui sont transmises à la victime, et le cas échéant, si la situation le justifie, demander l'autorisation à notre ministère, au ministère des Affaires étrangères, à participer en tant qu'observateur. J'insiste sur ce point-là. Encore une fois, on ne peut ni représenter quelqu'un, ni intervenir dans une procédure juridique locale au Mexique, mais néanmoins, quelquefois, la présence d'un agent consulaire en tant qu'observateur peut permettre quand même, d'une part, d'assurer un soutien moral à la victime, et d'autre part, d'assurer de la présence du suivi du consulat sur le cas. Après, il existe d'autres dispositifs d'alerte, notamment il y a une plateforme qui a été mise en place pour plus particulièrement les femmes victimes de violences. C'est une plateforme qui s'appelle Save You. On a sur notre site internet une rubrique qui s'appelle En cas d'urgence, sur laquelle il y a un article dédié aux violences faites aux femmes et sur lesquels il y a tous les contacts qui peuvent être saisis dans ce type de situation. Et dernier point, pour les victimes qui sont à la ville de Mexico, il existe également une ligne 24-24 gratuite, dont je n'ai pas le numéro en tête, c'est étoile 678 je crois, qui est la ligne de SOS et sur laquelle on peut dénoncer également et signaler des actes de violence à l'encontre des femmes. Voilà l'implication et le rôle du consulat dans les violences intrafamiliales. Pour conclure, je rappelle quand même que pour toutes les familles qui ont des enfants, c'est extrêmement important de vous inscrire au registre
Pour nous, c'est la première chose que l'on fait, c'est-à-dire que si on a un cas de violence qui touche un enfant, qui touche un membre d'une famille, première chose qu'on va faire, c'est de regarder si la personne est inscrite au registre. Parce que pour nous, ça nous permettra d'avoir une adresse, ça nous permettra d'avoir un téléphone, ce sont des informations qui ne sont communiquées à personne d'autre qu'aux agents du consulat et des informations qui sont utilisées uniquement en cas d'urgence. Pour vous donner un exemple, je vais reprendre la technique de M. Ossé de prendre des cas pratiques. On nous signale un cas de violence, par exemple, à l'encontre d'un enfant. La première chose que l'on va faire, c'est de voir si cet enfant est inscrit au registre, voir où il habite, le cas échéant se rapprocher de l'établissement dans lequel il est scolarisé pour savoir si un signalement a déjà été fait. Et on peut, bien souvent, nous n'avons pas à le faire parce que les établissements scolaires font très bien leur travail et le font à notre place, mais un signalement au DIF, donc l'autorité compétente en matière de violence vis-à-vis des enfants, peut être fait. Et pour ça, on a besoin des adresses et on a besoin des contacts. Donc voilà, je martèle ce message, mais il est très important pour nous. Inscrivez-vous au registre, inscrivez vos enfants, et vous pouvez également inscrire vos conjoints et conjointes, même s'ils ne sont pas de nationalité française. Voilà, je vous remercie.